vous faites une description effectivement de ce qu'est la réalité aujourd'hui américaine. Mais on est dans le cadre d'une négociation. Je ne vois pas pourquoi les Européens vont accepter tout ce que les Américains veulent nous faire. Voilà. Donc, de fait, aujourd'hui, on est dans un cadre d'une négociation. Et je pense qu'il est important que l'Europe aille à la négociation et discute. Après, effectivement, il y aura ratification ou pas de l'accord. Elle fera l'objet d'une consultation au niveau européen, voire des États français, enfin des États européens. Donc, je pense que c'est quand même dire, là, c'est le résultat extrême que les Américains souhaiteraient. Est-ce que c'est ça? J'en suis pas sûr. Ce ne sera pas forcément que ça. Après, la deuxième question qui vient, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe, c'est 40% des échanges mondiaux. C'est 40%, pardon? Des échanges mondiaux. C'est 40% des échanges mondiaux. C'est 50% de la production mondiale. Oui. Non, mais attendez, les Chinois, ils font 1 milliard de personnes. Hein. Aujourd'hui, le premier marché automobile du monde, c'est les Chinois. Donc demain, la négociation avec les États-Unis et les Chinois va arriver. Le risque qu'il peut y avoir s'il n'y a pas d'accord entre les États-Unis et l'Europe, ben, les normes, c'est qui va les définir? Les États-Unis et les Chinois. Et donc le risque, il est là. Est-ce qu'on peut faire confiance aux États-Unis ou aux Chinois pour faire les normes futures qu'on pourra avoir? C'est une question. Bien, alors je commence avec l'argument, en gros, il faut y aller. Je ne serais pas de cet avis, ne serait-ce que parce qu'il n'y a eu aucun débat avec les citoyens européens avant d'y aller. Nous n'avons pas entendu parler de cette, sauf les gens qui sont un peu accros comme moi. En 2013, nous avons entendu parler, mais il commençait les négociations. Et nous étions, très peu de gens étaient avertis. Je fais des conférences là-dessus depuis à peu près 1 an et demi. J'avais commencé, bon, mettons, il y a 1 an et demi ou 2 ans, et quand je demandais à la salle qui a entendu parler de ce traité, la moitié de la salle n'avait jamais entendu parler. Ou ils sont venus parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, pas de débat, pas du tout de participation citoyenne au début. Apparemment, les grandes compagnies, ça suffisait. Et maintenant, la Commission dit que nous n'aurions pas la possibilité de ratifier non plus. On me demande souvent, mais qui va ratifier? Et je réponds, je ne sais pas, parce que la question se réduit à savoir si la Commission peut demander et exiger la compétence unique. Si la Commission a la compétence unique, parce que c'est le cas sur ce qui concerne le commerce, à ce moment-là, il n'y a que le Parlement européen qui ratifie. Si on considère qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont de compétences mixtes, et c'est ce que je trouve, parce que tous les aspects du gouvernement localement, les aspects de la vie de chacun dans son pays sont affectés, il faudrait qu'il y ait une ratification pays par pays. Mais là, évidemment, la Commission n'en veut pas du tout, parce que l'opposition grandit. Alors, elle essaie de construire son cas pour qu'on soit laissé complètement en dehors de la ratification. Donc, je ne suis pas d'accord qu'il fallait y aller, parce que d'abord, les termes de ce qui allait être discuté étaient décidés par d'autres que nous. C'est exact que 40% des échanges mondiaux sont entre les États-Unis et l'Europe. Vous savez que les États-Unis négocient en même temps le TPP, le Transatlantic Pacific Partnership, c'est-à-dire en même temps, ils négocient avec l'Europe et avec 11 pays d'Asie, dont le Japon, l'Australie, mais aussi la côte ouest de l'Amérique latine, le Mexique, et puis la côte est de l'Asie, Vietnam, Malaisie, etc. Et si jamais les deux étaient signés, à ce moment-là, ça serait géopolitiquement un véritable coup pour les États-Unis parce qu'ils seraient au centre
de 60, à peu près 75%, je crois que c'est le chiffre, c'est 72 ou 13% des échanges mondiaux, et d'à peu près les 2/3 du PNB mondial. Et ça serait un formidable instrument pour dire à la Chine, à la Russie, au Brésil, aux autres pays, vous faites les mêmes choses que nous, vous signez ici ces mêmes règles, ou alors vous allez être de plus en plus marginalisés. Et comme disait Hillary Clinton, il s'agit, le TPP et le TTIP, il s'agit, enfin le TTIP avec l'Europe, il s'agit d'un OTAN économique. Et je crois qu'elle a raison. Voilà, alors voilà mon raisonnement à moi. Je ne trouve pas qu'il fallait y aller. Et le fait d'avoir 40% des échanges, les échanges sont déjà énormes et on n'avait pas besoin de changer grand-chose. On pouvait continuer à discuter sur les régulations et si vraiment les tests de part et d'autre de l'Atlantique étaient les mêmes, c'était OK, on ne fait pas de duplicata. Il disait pour les voitures, ce n'est pas la peine de tester les voitures côté Europe et côté États-Unis, parce que c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. On aurait raté beaucoup, enfin on aurait été obligé d'accepter le plus petit dénominateur commun. Voilà. Oui, d'abord, peut-être une petite remarque. Je dirais qu'il faut, enfin dans la présentation que l'on fait, la Commission ne s'est pas saisie toute seule, je dirais, de cette négociation. Elle a reçu un mandat de négociation de la part des gouvernements européens, des 28 gouvernements européens. Et quand on parle de démocratie, les 28 gouvernements européens sont des gouvernements élus. Les 28 pays de l'Europe, l'Union européenne, sont des démocraties. Donc ces 28 gouvernements démocratiquement élus qui ont demandé à la Commission de négocier un traité. Et pour ça, leur a donné un mandat de négociation. Donc déjà, dans l'initiative, on peut dire ce qu'on veut. Ce n'est pas une initiative de la Commission qui a inventé ça toute seule. Ce sont les gouvernements européens que nous avons élus. La France en fait partie, mais les autres aussi, qui ont donné ce mandat. La deuxième chose, quand vous dites qu'on va être tenu à l'écart ensuite à la fin, parce que vous avez parlé que ça restait au niveau de l'Assemblée européenne, encore une fois, les députés européens, moi je le dis, chaque fois qu'il y a des élections européennes, je le dis tout le temps autour de moi, il faut aller voter, parce que ce sont des députés élus démocratiquement qui vont nous représenter. Et ce sont ces gens-là qui, sur le résultat, au vu du résultat des négociations, qui devront se positionner pour ou contre. Et si l'Assemblée européenne rejette le traité, il n'y aura pas de traité. Donc si les députés que nous avons élus démocratiquement rejettent le traité, il n'y aura pas de traité. Et ça s'est déjà produit. Il y a déjà des exemples de traités qui ont été rejetés par l'Assemblée européenne. Donc ce n'est pas un cas théorique, en plus. Donc, non, je parle des traités au niveau européen. Je parle de ça aujourd'hui. Non mais attends, je peux finir, Agnès, s'il te plaît, je peux finir. Après tu peux dire, mais il faudrait en toi me dire en quoi ce que je dis est faux. Non, attends. Aujourd'hui, je dis que c'est bien les députés élus démocratiquement qui rejetteront ou approuveront ce traité. Ensuite, à fait pour le dernier, mais je rejoins ce qui a déjà été dit, le contenu du traité, c'est la fin d'une négociation. Une négociation, on n'en connaît pas aujourd'hui le résultat. Savoir si on a du poulet au chlore, des OGM, des bœufs aux hormones ou des diesels non polluants, puisque apparemment, on le saura à la fin de la négociation. Savoir si le traité inclura ces aspects-là ou si le test de l'accord les exclura. Donc je sais que l'Assemblée européenne, en plus, a mis un certain nombre de réserves sur un test qui a été voté par l'essentiel des partis représentés à l'Assemblée européenne, qui donne des cadres et des lignes rouges à ne pas dépasser. Et si j'ai bien compris ces lignes rouges, elles excluent à peu près tout ça. Je ne connais pas le résultat de la négociation parce qu'elle n'est pas finie, ça c'est certain. Mais ce que je dis, je dirais, c'est qu'une fois le traité fini de négocier, on l'aura tous entre les mains. Ça prend un certain temps à la ratification. On l'aura entre les mains. Arrêtons. Là aussi, il faut arrêter de faire peur. On l'aura entre les mains. Et donc, on pourra voir ce qu'il y a dedans. On pourra voir s'il y a du bœuf aux hormones ou des poulets au chlore.
Et on pourra décider ou peser vers les élus qui devront le choisir, à l'approuver ou à le rejeter, leur dire on veut ou on ne veut pas. Merci, monsieur. On vous donnera la parole, madame, tout de suite, je pense. C'est vrai que la Commission n'a pas fait cela toute seule, mais je pense qu'il serait naïf de croire que la Commission n'a pas été impliquée du tout dans la préparation de la chose. J'ai raconté que depuis 1995, les entreprises avaient fait la TABD avec l'accord et l'approbation et l'implication de la direction du commerce dans cette structure. Et cette structure a continué pendant 20 ans parfois se métamorphosant en autre structure. Maintenant, le Transatlantic Economic Council, qui dit, comme je l'ai lu au début, une entité politique pour surveiller et accélérer la coopération gouvernement à gouvernement avec le but de faire avancer l'intégration économique entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'ils disent d'eux-mêmes. On ne peut pas dire que la Commission n'est pas impliquée là-dedans. Et on ne peut pas dire que ceux qui proposent le traité de ce côté-là, c'est-à-dire les entreprises qui appartiennent à cet Conseil économique européen, sont des sortes d'agents libres et qui agissent chacun pour leur État. Ça, c'est pas exact. La Commission a reçu, j'ai dit aussi, je ne sais pas si vous étiez là, les statistiques sur les réunions qu'avait tenues la Commission pour préparer les négociations. 93% pour les entreprises, dont une dizaine pour la seule Business Europe, qui est le MEDEF européenne. Donc la Commission est très fortement impliquée, même si les États ont donné des mandats, c'est exact, mais je regrette beaucoup qu'ils n'aient pas jugé bon de faire discuter ces mandats avec leur peuple qui n'était en rien au courant. Alors, le Parlement européen, bien sûr, serait obligé de ratifier. Mais nous espérons, et maintenant ça s'avère exact, qu'il sera très difficile de conclure ce TAFTA, et c'est tant mieux, pendant que Obama est encore président des États-Unis. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils pensaient au début, ils ont commencé en juillet 2013. Ils pensaient conclure en 2014. Impossible. Ils pensaient conclure en 2015. C'est exclu. Les fuites, mais là, je ne peux pas dire la vérité, etc. Mais je ne sais pas si c'est exact ou pas. Mais selon les fuites, il reste des zones d'ombre où ça n'avance pas du tout. Et ça, ils disent, on va le mettre après, on va le mettre dans ce traité ouvert, et puis on parlera des choses qui fâchent plus tard. Ça, j'estime que ça, c'est parfaitement antidémocratique, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas maintenir une mobilisation pour chaque chose qu'ils décideraient de changer. Et le Parlement européen, à mon sens, étant donné tout ce qui est au sens de tous ceux qui s'opposent, maintenant c'est une coalition très importante, il y a 400 organisations au niveau européen, que c'est pas vrai qu'il n'y ait pas d'aspect profondément important pour les personnes dans chaque pays. On ne peut pas dire que ce soit la Commission qui ait la compétence unique sur quelque chose qui concerne tous les aspects de la vie humaine et politique sur leur territoire. Donc si nous n'avons pas la possibilité
d'avoir un débat national et au moins, je ne dis pas un référendum, on sait bien qu'en France, on n'aura plus jamais un référendum parce qu'on a mal voté en 2005. Mais qu'on ait au moins un débat et un vote parlementaire, ça me paraît le degré zéro de la démocratie. Et puis, si, je ne suis pas certaine d'avoir compris la fin de votre intervention, mais le Parlement européen ne pourrait faire qu'un vote oui ou non. Ne pourrait pas dire on veut un amendement ici ou là, ça se serait exclu. Alors parmi les autres fuites, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on disait que, mais je ne peux pas garantir, que l'Europe était prête à donner l'agriculture contre l'accès au marché public américain à tous les niveaux, fédéral et État, et probablement municipal aussi, municipaux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un exemple du genre de discussion que l'on a. C'est effectivement une négociation. Ça veut dire que personne n'obtient tout ce qu'il veut, qu'on met certaines choses en danger, quitte à en avoir d'autres qui semblent être de plus grande portée pour ce côté-là. Ben, moi, je n'ai pas envie non plus qu'il y ait une commission que je n'ai pas élue, ni personne d'autre, et qui est en mesure de dire « je vous donne l'agriculture ». J'ai décrit certains des effets qui seraient à peu près certains, comme avec la NAFTA, où on a tué 2 500 000 petits cultivateurs mexicains. Je crois que ça serait à peu près automatique. Donc pour moi, tout cela est profondément antidémocratique, même si les gouvernements qui ont donné le mandat ont été élus, la distance entre ce mandat et la population de leurs États me semble à peu près abyssale. Voilà. Alors je ne peux pas appeler ça la démocratie. Mais nous avons peut-être des idées différentes sur ce qui constitue la démocratie. Voilà. J'ai bien entendu ce que vous nous avez dit pendant l'exposé sur, je dirais, les aspects un peu macro de ce que l'on peut craindre éventuellement du TAFTA au niveau des nations, des États, des multinationales. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'animateur du groupe de travail traité de la commune, c'est de savoir quels sont concrètement, au niveau communal, les risques que l'on peut envisager. Je prends un exemple, on est en train d'essayer de passer en régie publique de l'eau. On est en train d'essayer de passer en régie publique pour la gestion de l'eau. Est-ce qu'un jour, dans le cadre du TAFTA, une entreprise comme Veolia ou la Lyonnaise pourrait nous dire « Ah ben, vous empiétez sur mes bénéfices et je demande donc une contrepartie à la commune ». Est-ce que ça, c'est un risque avéré ? C'est un risque. Oui, parce que j'avais lu quelque part que le niveau auquel le TAFTA s'appliquait, c'était tous les niveaux publics, c'est-à-dire que ça allait de l'État jusqu'à l'échelle de la commune. Est-ce que ça se vérifie ou pas ? Autant que je sache, oui, c'est cela. C'était ça déjà dans l'AMI, et c'est en général une provision dans tous les traités bilatéraux ou multilatéraux. Normalement, on fait toujours il faut faire la même chose ou mieux que ce qu'ont fait les précédents. Tout cela est enregistré à l'OMC, et en principe, peut-être qu'ils mettraient un plafond. Peut-être que si c'est un marché de, je ne sais pas, moins de 10 000 euros, moins de 100 000 euros, je ne sais pas, que ça, ils diraient non, ça, on ne va pas s'en occuper. Mais autrement, en principe, le marché public, c'est à tous les niveaux de gouvernement. C'était déjà ça à la fin des années 90. Alors, si vous avez un fournisseur qui est Suez, vous pouvez pas, Suez ne peut pas faire un procès contre vous parce qu'il est national. Mais si vous avez Thames Water ou si vous avez une compagnie américaine, lui, oui. C'est une autre injustice, d'ailleurs, dans une certaine mesure, parce que les investisseurs étrangers ont un privilège que n'ont pas les investisseurs locaux.